Rachel Silvera, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors aujourd'hui, dans les grandes lignes, comment se caractérisent les inégalités femmes-hommes au travail? Bonjour, merci pour cette invitation. Alors, pour résumer, parce que voilà, il faudrait que je parle de, je sais pas, une trentaine d'années de recherche. Donc, en quelques mots, ce qui est frappant, c'est peut-être de souligner tout le paradoxe entre le fait que les femmes sont de plus en plus qualifiées, elles restent mieux diplômées que les garçons, à la sortie de l'école, elles sont plus nombreuses à être bachelières, à faire des études supérieures. Heu et puis on pourrait dire, elles sont de plus en plus souvent en emploi et cadres. Elles représentent plus de 40 des cadres aujourd'hui. Et enfin, on n'a jamais eu autant de lois sur l'égalité entre les femmes et les hommes et pourtant, eh bien, comme vous le soulignez, il y a toujours des inégalités au travail et pour, synthétiser, je trouve qu'il y a une inégalité principale qui reprend l'ensemble de ces inégalités, ce sont les inégalités de salaire. J'ai écrit un livre qui s'appelle Un quart en moins. Il a déjà quelques années, mais il reste d'actualité puisque, grosso modo, il y a toujours un quart en moins de salaire. Et cet écart s'explique par un tas de raisons, notamment parce que les emplois principaux qu'occupent les femmes sont dévalorisés. Il y a en quelque sorte des parois de verre qui fait que les femmes ne peuvent pas choisir toutes les professions auxquelles elles pourraient prétendre. Et puis, il y a aussi, c'est très imagé, un plafond de verre sur elles, c'est-à-dire qu'elles sont diplômées, mais elles n'arrivent pas à occuper les emplois les plus qualifiés et qui payent le mieux. Même si elles sont cadres, elles restent cadres fonctionnels et pas cadres hiérarchiques, par exemple. À cela s'ajoute une sorte de plancher collant, c'est-à-dire qu'elles ont très peu de déroulement de carrière. On va y revenir, mais en général, beaucoup d'entre elles sont au SMIC et le reste toute leur vie, hein. Une vie au SMIC, c'est ça pour beaucoup de femmes salariées. Et puis enfin, au dehors de tout ça, eh bien, il y a ce qu'on peut appeler, pour garder une image, un soupçon de maternité. C'est-à-dire que quand, les femmes arrivent à s'intégrer dans l'entreprise, eh bien, on va leur donner moins de promotions, moins de primes, parce qu'il y aura ce soupçon que: «Ah bah oui, elle va être mère, elle a été mère, elle sera mère, hein», peu importe. On ne peut pas lui confier ses missions, ses primes, parce elles seraient pas disponibles. Tout cela, est faux, ne se vérifie pas dans la réalité du travail des femmes. Voilà comment je pourrais comment dire? Exposer en quelques mots, là où on en est en termes de d'inégalité aujourd'hui, hein. Alors, pourquoi les femmes sont-elles surreprésentées dans certains secteurs d'activité? Je vais lier immédiatement ma troisième question. Est-ce que les stéréotypes de genre viennent structurer cet état de fait? Alors, toute la situation que connaissent les femmes, ne date pas d'hier. Effectivement, pour moi, le cœur du sujet, c'est que la plupart des emplois qu'occupent les femmes sont peu nombreux et ces emplois sont pénalisés, d'un point de vue salarial, mais aussi socialement et symboliquement. Et ça date pas d'hier parce qu'effectivement, la les professions qu'occupent les femmes sont marquées par des stéréotypes de genre très, très forts et on a beau être au XXIe siècle, avoir tout de même, accès à beaucoup d'infos, heu, être aujourd'hui, bon, ben, vraiment, au fait de l'actualité. On peut penser que pour les jeunes filles, tout est possible. Eh bien, il n'empêche que ces stéréotypes jouent encore un rôle important. Donc en gros, il y a 6 professions, qui, heu, représentent plus de la moitié de l'emploi des femmes. Donc c'est énorme cette concentration. Les 6 professions en question, on va y revenir, sont essentiellement dans les services et ces 6 professions, eh bien, sont beaucoup autour, du lien aux autres, du soin et en fait, il s'agit dans la plupart du temps, de soigner, d'aider, d'accompagner, d'assister, mais aussi de servir, d'éduquer, de nettoyer. Et comme par hasard, il s'agit de fonctions qui, finalement,
serait considéré, je mets tout au conditionnel, hein, comme un juste le prolongement des fonctions domestiques et maternelles qu'occupent une majorité de femmes. Donc, au fond, pourquoi le considérer comme des professions? Ce sont des métiers de femmes faits pour les femmes, car naturellement, elles savent si bien le faire à la maison, elles peuvent le faire à l'extérieur. Et je trouve qu'il y a un exemple qui est très parlant pour illustrer toute cette histoire finalement des professions féminisées qui n'ont pas été construites comme les professions à prédominance masculine, c'est l'histoire des infirmières. Au départ, il s'agissait de religieuses et ces nonnes, eh bien, on ne les payait pas. On considérait que c'était par vocation, c'était pas un métier. Et évidemment, on assurait leur survie, on les nourrissait, on les blanchissait, hein, plus que blanches, il y a pas mieux puisque elles avaient évidemment la tenue des religieuses et elles étaient logées à l'hospice. Et lorsque, à la fin du 19e siècle, début du 20e, l'État prend la main et laïcise les hôpitaux, eh bien, figurez-vous qu'il y avait des débats et des polémiques pour savoir s'il fallait ou non rémunérer au-delà du strict besoin les infirmières. Et certains parlementaires disaient, mais non, si on les rémunère correctement, ça va en faire des mercenaires. Elles vont, on va voir euh, des gens, y compris des hommes, vouloir devenir infirmières euh, par l'appât du gain. Donc, cette histoire, elle a marqué l'ensemble des professions très féminisées et a fait en sorte que finalement, on ne reconnaît pas ces professions comme des vrais métiers nécessitant des vraies qualifications, c'est-à-dire des diplômes, des savoir-faire, des technicités, des responsabilités qui devraient être validées. D'ailleurs, elles vont l'être par l'État, mais à chaque fois, ça ne sera jamais en totalité. Ça sera de façon dévalorisée, de façon systématiquement. Oui, mais justement, on voit bien que ces emplois montent, enfin, qu'il y a de plus en plus de contraintes et d'obligations légales pour ces types d'emplois dits de service. Je pense aux assistantes maternelles. Donc, de quel type d'emploi s'agit-il? S'agit-il d'emplois qualifiés, non qualifiés? De quelles femmes parle-t-on? Voilà, est-ce que vous avez une idée sur la question? Alors, je vous inviterai, si on pourra le faire ultérieurement, à lire un certain nombre de mes travaux de façon accessible. Il y a un article dans le blog d'Alter Eco euh, qui, qui reprend, on y reviendra, la question des distinctions sociales. Et j'ai fait un peu un petit panorama de ces professions très féminisées. Effectivement, euh, des millions de femmes se retrouvent infirmières, aides-soignantes, aides à domicile ou auxiliaires de vie, assistante maternelle, professeur des écoles, auxiliaire de puéricultrice, mais aussi dans les écoles maternelles ATSEM, à l'école, ça s'appelle maintenant des AESH, celles qui accompagnent les enfants en situation de handicap. Il y a aussi tout ce qui concerne les travailleuses, les travailleurs sociaux, là aussi, profession à prédominance féminine. On pense aux agents d'entretien et aussi aux caissières. Toutes ces professions sont caractérisées par le fait que on a des taux de féminisation à 80, même à plus de 90%. Assistante maternelle, aide à domicile, on est au-delà des 90%. Il peut y avoir des diplômes, et c'est ça le dingue, ce qui est dingue pour moi et qui me révolte, c'est que il y a très souvent des diplômes requis, pas toujours exigés, mais par exemple, quand on est dans le champ hospitalier, ils sont obligatoires et ce sont des diplômes d'État. Donc, ça veut dire que l'État met son label pour reconnaître cette qualification et pourtant, on va être très souvent globalement proche du SMIC et en tout cas en dessous du salaire moyen lorsqu'on a affaire à des bac plus 3 ou 4. Je pense aux infirmières ou
aux enseignantes, aux profs d'école, par exemple, c'est bac+5, eh bien là, on va être quand même bien en dessous de ce qui existe dans les autres pays de l'OCDE. Donc, on est dans une réalité incroyable parce qu'ils sont très féminisés, parce qu'il y a toujours ces stéréotypes et cette suspicion sur le fait que ce ne serait pas des vrais métiers. Et malgré le fait que l'État exige de passer un certain nombre de tests, de respecter, on pense à la crise Covid, de respecter un certain nombre de dispositions extrêmement sophistiquées, eh bien, on va être dans des niveaux de rémunération proches du SMIC ou en dessous, en tout cas, du salaire moyen. Oui. Heu, Justement, en termes de droits, de conditions de travail et de rémunération, on sait que les salariés de l'emploi à domicile sont clairement discriminés. Heu, Toutefois, il y a une utilité sociale, de premier plan, hein. On l'a vu pendant la pandémie, les confinements et cetera, toutes ces femmes qui continuaient à travailler, la peur au ventre. Alors qu'est-ce qui cloche? Il est où le hiatus entre le sort qui leur est fait et leur utilité sociale? Exactement. Alors, euh, cette, question m'a rappelé, ce que, notre président de la République a repris, pendant en plein cœur de la crise, hein. Il a cité tout simplement, un article de la Déclaration des droits de l'homme qui dit: «Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur leur utilité commune». C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, normalement, les distinctions sociales, donc les rémunérations, entre autres, c'est, ce qui, la partie visible, hein, de ces distinctions, eh bien, ces distinctions sociales doivent être fonction de leur utilité commune, donc de leur utilité sociale. Et il a dit: «C'est aberrant dans notre société, ça n'est pas le cas». Et moi, donc, le papier dont je parlais tout à l'heure, j'avais titré: «Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur leur utilité commune». Chiche! Eh bien, justement, ce qui cloche, c'est que quand on pense aux aides à domicile et aux infirmières et à toutes celles dont je viens de parler, eh bien, on constate que la hiérarchie salariale est en fait exactement inversée par rapport à la hiérarchie sociale et à l'utilité sociale de ces professions. Et ce qui cloche, c'est que finalement, dans notre société, on estime que ces métiers n'ont pas besoin d'être valorisés, malgré la crise qu'on traverse aujourd'hui, malgré le fait qu'on a applaudi, qu'on a soutenu les soignantes, eh bien, on continue à penser que finalement, ces métiers ne sont pas des vraies professions, que même si l'utilité sociale est forte, eh bien, il y a encore cette vocation. On n'imagine pas une aide à domicile se mettre en grève, quoique elles vont le faire. On n'imagine pas qu'elle abandonnerait ces personnes âgées, que dans les écoles, dans les crèches, le personnel pourrait s'en aller et on ne leur attribue finalement pas de vrai pouvoir économique et politique au sens fort du terme. Heu et alors donc j'ai envie de dire que c'est à cause de l'histoire, de ces professions, parce qu'elles sont féminisées et plus globalement, notre société marche sur la tête. C'est-à-dire que finalement les métiers, les métiers, si je puis dire, les professions en tout cas les mieux payées, c'est ce qu'on a pu appeler des bullshit jobs, c'est-à-dire des métiers à la con, excusez-moi, des métiers qui servent à pas grand-chose, mais qui, rapportent gros aux actionnaires, à des grands groupes. Heu, c'est par exemple, tous ces conseillers, fiscalistes qui sont là, pour permettre, d'échapper finalement à l'impôt et donc c'est pas qu'ils créent de l'utilité sociale, c'est qu'ils en détruisent en termes de logique économique globale. C'est-à-dire que l'État ne reçoit pas l'ensemble des impôts grâce à ces professions créées dans les assurances, dans les hautes finances et on pourrait prendre plein d'exemples. C'est pas évidemment les personnes directement qui sont concernées, mais c'est la nature de ces emplois. C'est eux qui sont en haut, des rémunérations alors que leur utilité sociale est négative et puis à l'opposé, eh bien, les aides à domicile, elles ont une utilité sociale
colossal par rapport à une rémunération au SMIC. Dans le cas des aides à domicile, s'ajoute en plus par rapport, au secteur de la santé, aux infirmières et en partie aux aides soignantes, le fait qu'on est dans des situations où on n'a pas toujours un vrai collectif de travail et ça, je crois que c'est important. Dans le milieu hospitalier, bon, bah, il y a eu, à la suite de la crise Covid, le Ségur de la santé et du coup, eh bien, même si on peut le critiquer pour un tas de raisons, il y a quand même le fait qu'on a dit: «On ne peut pas continuer comme ça, il faut revaloriser un peu ces professions». Mais pour les aides à domicile, on n'a pas vu grand-chose, voire rien du tout. Pourquoi? Eh bien parce que, très souvent, elles sont isolées. On peut même dire qu'elles travaillent parfois chez des particuliers qui sont leurs propres employeurs. Situation très difficile. Comment revendiquer lorsque la personne qu'on connaît si bien, dont on s'occupe énormément, heu, qui est parfois la seule personne, heu, que l'on voit parce que ces personnes âgées sont très souvent elles-mêmes isolées. Eh bien, comment revendiquer dans des cas comme cela? C'est d'autant plus difficile et ces personnes ont bien du courage, lorsqu'elles osent revendiquer, alors même qu'on attend d'elles le silence. On attend d'elles une sorte de soumission, alors que leur responsabilité est colossale, notamment face au Covid. Donc là, c'est important pour moi de souligner cela, cette absence et la nécessité de faire des liens heu, même lorsqu'on travaille de façon isolée pour, revendiquer et faire reconnaître des droits. L'année 2020 a été, celle d'une accélération, des luttes féministes, à différents plans. Comment vous comprenez ce regain de dynamisme et cette visibilité? Alors, ça sera une année particulière, cette année 2020 qui vient de s'écouler. Heu, Elle a été particulière parce qu'elle avait commencé très fort. Avant les confinements successifs et la crise Covid, eh bien, il y avait 2 moments forts, hein, dans les mobilisations sociales, très liés d'ailleurs aux mobilisations féministes. Il y a eu d'une part le rejet de la réforme des retraites qui reste une menace, encore réelle, hein, et qui a fait qu'il y a eu beaucoup de mobilisation et notamment des Rosies. C'était un mouvement, heu, qui, avait, pour cette réforme-là, connu, une accélération avec, une mobilisation féministe contre cette réforme des retraites parce que les femmes n'allaient pas être les grandes gagnantes de la réforme et donc les Rosies, se sont mis en scène dans les mouvements féministes et puis il y a eu aussi, bien entendu, la lame de fond qu'a constitué MeToo avant et qui montait aussi en début 2020, qui fait que le 8 mars, 2020, on a été des milliers dans la rue. On a recensé en France 150 000 manifestantes, beaucoup de femmes, mais pas que, des jeunes qui, se sont mobilisés et ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Moi qui suis les 8 mars d'année en année, cette mobilisation a été exemplaire. Il y avait une convergence de beaucoup de luttes. Des luttes de femmes au travail, il y a aussi des luttes dans les hôpitaux, du côté justement aussi des aides à domicile qui se manifestaient ici et là, des luttes contre la réforme des retraites et puis les mouvements en France autour de nous toutes qui ont permis que ce 8 mars soit assez inédit. Et donc, avec cela, lors de la crise Covid, on peut dire que le fait qu'on ait mis en avant, heu le fait que ce sont des millions de femmes qui s'étaient mobilisées face à la crise Covid et bien et les applaudissements, c'était surtout pour elles et bien, ça a fait que plus que jamais cette année, je pense que le mouvement féministe en France et ailleurs a connu un moment particulier et fort. Est-ce que ces luttes, elles arrivent enfin à faire le lien entre la sphère professionnelle et la sphère privée, entre, ben, l'enjeu sociétal, l'enjeu culturel, et les enjeux sociaux? Alors voilà, ça c'est une vraie question. Oui, on a l'impression
que sur plusieurs aspects, on rejoint à la fois les luttes pour défendre une autonomie au travail, les salaires et cetera, et puis d'un autre côté, prendre en compte tout ce qui se joue aussi du côté du partage des tâches, heu, domestiques. On est toujours loin du compte, hein, ne l'oublions pas, et puis surtout du côté des violences. Violences, heu, dans les familles, violences conjugales, mais aussi violences au travail, et je crois que justement, votre question est pertinente. On est à un moment particulier où ces mouvements se rencontrent, où il y a moins de division, même si on n'a pas réel, mais de partage entre ces luttes plus sociales, sociétales, et ces luttes plus liées au travail. J'ai envie de prendre un exemple, celui, des retraites justement. On voit bien que quand on s'oppose à la réforme des retraites telle qu'elle était proposée, eh bien on dit: «Les femmes vont être, heu, les grandes perdantes d'une nouvelle réforme des retraites comme les précédentes». Pourquoi? Bien parce qu'elles gagnent moins au travail, donc elles ont droit à des pensions plus faibles, mais aussi comme elles consacrent beaucoup plus de temps à leur famille, qu'elles prennent du temps partiel, qu'elles prennent des congés parentaux, eh bien cette condition, dans leur vie familiale pèse aussi sur les retraites. Eh bien, on voit des syndicalistes, pas tous, je pense que la CGT à ce niveau-là s'est démarquée, qui font le lien entre les 2 et qui disent: «Attention, il y a un continuum finalement entre ce qui se vit au travail et ce que se vit dans la vie». Entre, par exemple, sur le sujet des violences aussi, lorsqu'il y a une exigence pour que la France ratifie la norme OIT 190 sur les violences, qui serait une vraie avancée, on dit, les syndicalistes le disent, eh bien, il faut qu'on fasse le lien entre le monde du travail, où il y a des violences au travail et les employeurs ont une grande responsabilité là-dedans, et les violences qui se jouent dans la sphère privée, elle n'est pas si privée que ça finalement, et on revient à des combats féministes bien antérieurs où on disait que tout ce qui est privé de l'intime est aussi politique. Eh bien, ces enjeux sont encore vivants. Donc je crois que le 8 mars 21, ça sera aussi l'occasion de rappeler, de faire ce lien, notamment aussi parce que justement, avec le confinement, la sphère domestique est revenue aussi un peu sur le devant de la scène, dans la mesure où ben, celles qui n'étaient pas mobilisées pour nous soigner, nous aider, elles ont été souvent, comme nous aujourd'hui, derrière notre écran. Elles ont subi du télétravail, et on sait que pour les femmes, ça s'est pas très bien passé à ce niveau-là, parce qu'il a fallu là aussi jongler avec, des enfants, lors du premier confinement qui étaient à la maison. Il fallait assurer bien plus de tâches domestiques, et puis parfois avec un conjoint violent qui était pour le coup, c'est le cas de le dire, présent en même temps que vous, heu, coincé à la maison. Donc là, je pense que la sphère de l'intime était aussi sur le devant de la scène, finalement. Alors le 8 mars, il représente quoi pour vous? Alors, chaque année, on me pose souvent la question, pardonnez-moi, beaucoup de journalistes m'interviewent, et les années passent, et en fait, avec le 8 mars, je suis à la fois c'est à la fois pour moi un agacement et puis toujours un espoir. Alors un agacement parce que, heu, eh bien, je vois justement beaucoup de journalistes, faire un papier, chaque année, le 8 mars, on parle des femmes. Alors, c'est bien, mais c'est pas assez, hein. Je pense que le 8 mars, ça devrait être tous les jours, sauf peut-être le 8 mars. On y arrivera peut-être un jour. Donc je suis agacée, surtout, alors là, c'est plus qu'un agacement, lorsque je vois, ce phénomène, avec un mot curieux qui s'appelle le féminisme washing, comme on a dit le Ah, washing. Alors je m'explique, c'est quoi? Mais c'est pas pour rien que c'est un terme anglais. C'est le fait qu'on fait beaucoup de com, on affiche plein d'enjeux sur, les femmes, et on se dit féministe partout, de plus en plus. Et puis derrière, donc il y a des grandes entreprises qui affichent.
le fait qu'on va s'occuper des femmes, que les femmes, heu, chez chez eux sont très bien traitées, qu'on prône l'égalité, la parité, mais c'est souvent au sommet et c'est souvent juste un habillage. On en parle, mais on ne fait rien dans le fond et ça, heu, je crois que souvent le 8 mars, c'est l'occasion de mettre ça, sur la table et finalement de se préoccuper que, des, hem, comment dire? Des premières de cordée, hein. C'est-à-dire qu'on on va favoriser des mesures pour, finalement les femmes qui occupent le haut des postes clés dans l'entreprise ou au pouvoir et pour moi, c'est pas du tout ça l'égalité. Quand on se préoccupe pas finalement des premières de corvée, eh bien, c'est ce qu'on appelle donc du féminisme washing et ça, on n'en veut pas du tout. Pour moi, le 8 mars, ça doit être et c'est pour ça que j'ai quand même un peu d'espoir, l'occasion, que justement face au covid, eh bien, on montre face aussi à la vague MeToo et à la mobilisation de nous toutes, on montre que les femmes sont, un peu moins invisibles. Elles sont partout, c'était frappant avec, la mobilisation, mais c'est aussi l'occasion d'insister sur le fait que, ces luttes féministes doivent converger, que c'est pas que des luttes d'un petit groupe de féministes, ce sont des luttes plus larges de femmes, heu, qu'elles soient caissières, aides à domicile, heu, ou qu'elles occupent d'autres, métiers, y compris lorsqu'elles sont cadres, mais lorsqu'elles n'ont pas accès aux vrais lieux de décision, eh bien, pour moi, elles doivent ça doit être l'occasion de se mobiliser de toutes les façons, le 8 mars, dans la rue si possible, on verra si on le peut, mais aussi au travail, en marquant le coup, en discutant avec ses collègues, en, hem, en mettant en avant le fait qu'on est des femmes toutes unies et qu'on n'en a pas fini avec ces inégalités, que ce soit au travail ou dans la vie. Donc je crois qu'on a encore beaucoup de choses à dire autour du 8 mars et c'est important de le rappeler. Merci beaucoup Rachel Silvera. Je vous en prie.